Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Donc nous poursuivons toujours Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc si ce n'est pas déjà fait, évidemment, comme je dis toujours, n'hésitez pas à vous mettre confortable, à vous mettre à l'aise et puis à vous laisser guider par le son de ma voix. Et pourquoi pas aussi nous faire un petit coucou ou tout simplement réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Jusqu'à leur entrée dans Meryton, le temps passa de son côté à énoncer des platitudes et du côté de ses cousines à obligeamment acquiescer. Ensuite, il fut impossible à M. Collins de retenir l'attention des plus jeunes. Leurs regards aussitôt se mirent à vagabonder le long de la rue à la recherche des officiers, et rien ne put les ramener qu'un très joli bonnet ou une mousseline toute nouvelle aperçue à une devanture. Cependant, l'attention de toutes fut bientôt requise par un jeune homme qu'elle n'avait encore jamais vu. Il avait l'air fort distingué et marchait auprès d'un officier de l'autre côté de la chaussée. Cet officier n'était autre que le même monsieur Denny, dont Lydia était venue s'enquérir s'il était rentré de la capitale. Il s'inclina sur leur passage. Chacune fut frappée par la prestance de l'étranger. Toutes se demandèrent qui il pouvait bien être. Kitty et Lydia, résolues à le découvrir si c'était possible, traversèrent la rue, les premières en affectant d'avoir besoin d'un article dans une boutique en face. La chance leur sourit, car elle venait d'arriver à hauteur du trottoir quand les deux messieurs, revenant sur leurs pas, atteignaient précisément le même endroit. Monsieur Denis prit la parole et sollicita la permission de leur présenter son ami Monsieur Wickham, qui l'avait accompagné la veille à son retour de Londres et à sa grande satisfaction avait accepté un brevet d'officier dans son régiment. C'était parfait ainsi, car il ne manquait au jeune homme qu'un habit rouge pour le rendre entièrement séduisant. Son apparence prédisposait beaucoup de... Oui, c'est bien ça. Son apparence prédisposait beaucoup en sa faveur. Il répondait à la plupart des canons de la beauté, son visage plaisait, sa silhouette était pleine de charme et son abord des plus gracieux. La présentation fut suivie de son côté par une entrée rapide dans la conservation qui était des plus louables, à la fois parfaitement conforme à la bienséance et dépourvue de prétention. On était encore à la même place à dévisser agréablement quand un bruit de sabots retint l'attention de tous. Darcy et Bingley descendaient la rue à cheval. Apercevant les demoiselles, ils approchèrent aussitôt du groupe et commencèrent les politesses d'usage. Bingley fut le plus loquace, mademoiselle Bennet, celle à laquelle il s'adressa principalement. Il était justement, annonça-t-il, en route vers Longbourn pour lui demander de ses nouvelles. Monsieur Darcy, en s'inclinant devant elle, corrobora ses dires, et il s'apprêtait à prendre la résolution de ne pas poser les yeux sur Élisabeth quand son regard soudain se figea à la vue de l'étranger. Le hasard fit que la jeune fille put juger de la physionomie de l'un et de l'autre quand ils s'aperçurent. Elle fut stupéfaite de l'effet produit. Ils changèrent tous les deux de couleur. L'un devint blême, l'autre pourpre. Au bout de quelques instants, M. Wickham porta la main à son chapeau, salutation à laquelle M. Darcy consentit à peine à répondre. Que cela pouvait-il signifier? Il était impossible de le deviner, impossible aussi de ne pas brûler d'envie de le savoir. Un moment plus tard, M. Bingley, qui n'avait pas semblé remarquer la scène, prit congé et poursuivit sa route en compagnie de son ami. M. Denny et M. Wickham accompagnèrent les jeunes demoiselles jusqu'à la porte de Madame Phillips. Puis ils les quittèrent en dépit des instances de mademoiselle Lydia qui les pressait d'entrer, et malgré celle de Madame Phillips elle-même qui ouvrit la fenêtre du salon et à haute voix joignit son invitation à la sienne. Madame Phillips était toujours heureuse de voir ses nièces. Les deux aînées, en raison de leur récente absence, étaient particulièrement les bienvenues. Elle exprimait vivement sa surprise de les voir soudain de retour et dont elle n'aurait rien su puisque leur voiture n'était pas allée les chercher si elle n'avait pas chance croisé le commis de M. Jones qui lui avait appris qu'il lui fallait cesser d'envoyer des potions à Netherfield. Attendu que les demoiselles Bennet n'y étaient plus, quand Jane la rappela à ses devoirs de politesse en lui présentant M. Collins. M. Collins, voilà, lui présenter M. Collins.
Madame Philips l'accueillit avec toute la courtoisie dont elle était capable. Elle eut droit en retour à bien davantage. Il s'excusa de paraître ainsi en intrus, sans pouvoir se réclamer d'une connaissance préalable, tout en espérant pouvoir trouver une justification dans un lien de parenté avec les jeunes demoiselles qui lui avaient permis cette introduction auprès d'elle. Madame Philips fut confondue de tant de savoir-vivre. Mais on mit vite un terme à son ébahissement devant cet étranger si, en s'exclamant et en posant des questions sur l'autre. Elle ne put cependant rien dire à Sénias au sujet du nouveau venu qu'elle ne savait déjà. Monsieur Denny l'avait amené de Londres et il devait avoir un brevet de lieutenant dans le régiment du comté de X. Cela faisait 1 heure, dit-elle, qu'elle le regardait arpenter la rue. Si Monsieur Wickham avait fait son apparition, nul doute que Kitty et Lydia auraient pris la suite à regarder à leur tour. Mais malheureusement, personne ne passa sous les fenêtres, hormis quelques-uns des officiers qui, en comparaison de l'étranger, n'étaient plus que des sots et des sapajous. Certains d'entre eux étaient attendus à dîner chez les Philips le lendemain, et leur tante s'engagea à obtenir de son mari qu'il rendît visite à M. Wickham et lui donna aussi une invitation si la famille de Longbourn pouvait venir le soir. On s'accorda là-dessus, et Madame Philips se promit une bonne partie de loterie pleine de charme et fort animée, suivie d'un petit souper chaud. La perspective de pareils délices était très réconfortante et l'on se quitta des 2 côtés d'excellente humeur. M. Collins renouvela ses excuses en partant et fut assuré avec une inlassable politesse qu'elle était tout à fait superflue. Sur le chemin du retour, Elizabeth rapporta à Jane la scène entre les 2 messieurs dont elle avait été le témoin. Jane, volontiers, eût pris la défense de l'un, de l'autre, ou des 2 à la fois, s'il avait semblé dans leur tort, mais elle ne pouvait davantage que sa sœur expliquer leur comportement. À son retour, M. Collins se fit grand plaisir à Madame Bennet en admirant les manières et les politesses de Madame Philips. Il soutint qu'excepté Lady Catherine et sa fille, il n'avait jamais vu de femme possédant plus d'urbanité. Non seulement elle l'avait reçu avec une civilité extrême, mais elle l'avait nommément inclus dans son invitation pour le lendemain soir, bien qu'elle n'eût jamais entendu parler de lui auparavant. Certes, il pouvait imaginer de voir quelque chose au lien de parenté qui unissait aux habitants de Longbourn, mais il n'en demeurait pas moins qu'on ne lui avait jamais montré autant d'égards de toute sa vie. Chapitre 16. Aucune objection n'ayant été faite à la visite que les jeunes filles comptaient rendre à leur tante, et tous les scrupules de M. Collins se refusaient de quitter M. et Mme Bennet, ne fût-ce que le temps d'une soirée pendant son séjour ayant été très fermement combattu. À l'heure qui convenait, la voiture le conduisit à Meryton, de même que ses 5 cousines, et les jeunes filles eurent le plaisir d'apprendre en entrant au salon que M. Wickham avait accepté l'invitation de leur oncle et se trouvait déjà dans la maison. Quand cette information eut été communiquée, que chacun eut pris sa place, M. Collins put tout à loisir jeter ses regards alentour et admirer. Il fut si impressionné par les dimensions et le mobilier de la pièce que, dit-il, il aurait bientôt pu se croire à Rosings dans la petite salle à manger utilisée l'été. La comparaison ne suscita pas d'emblée beaucoup d'enthousiasme, mais lorsque Madame Philips eut compris en l'écoutant ce qu'était Rosings et qui était sa propriétaire, lorsqu'elle eut entendu décrire l'un seulement des salons de Lady Catherine et découvert que la cheminée à elle seule avait coûté 800 livres, elle sentit toute la force du compliment et se serait à peine offensée d'un rapprochement avec la chambre de la femme de charge. La description à Madame Philips de toute la grandeur de Lady Catherine et de son château, entrecoupée de digressions à l'éloge de son humble demeure et des améliorations qui lui étaient maintenant apportées, occupa agréablement M. Collins jusqu'à l'arrivée des messieurs. Il trouva en son auditrice une oreille complaisante. Madame Philips se faisait de son importance une idée sans cesse plus flatteuse à mesure qu'il discourait, et se promettait de récupérer tout cela parmi ses voisines aussitôt que l'occasion lui en serait donnée. La tante, au gré des jeunes filles, qui n'avaient aucune envie d'écouter leurs cousins et n'avaient rien à faire qu'à déplorer l'absence d'un piano et à contempler leur médiocre imitation de porcelaine sur la cheminée, parut interminable. Elle prit fin, cependant.
Les messieurs approchèrent, et quand M. Wickham pénétra dans la pièce, Élisabeth eut le sentiment de ne jamais l'avoir observé jusque-là et de n'avoir jamais pensé à lui depuis leur rencontre avec une admiration qui fut un tant soit peu déraisonnable. Les officiers du régiment du comté de X étaient dans l'ensemble des hommes d'aspect engageant, avec un air de distinction. Les plus remarquables étaient venus, mais M. Wickham les rendait tout aussi insignifiants par les mérites de sa personne, de son visage, de son maintien, de sa démarche, qu'eux-mêmes se montraient supérieurs à derrière eux un oncle Philippe emprunté, bouffi et dont l'haleine empestait le Porto. M. Wickham fut l'heureux homme vers lequel se tournèrent presque tous les regards féminins, et Élisabeth, l'heureuse élue à côté de laquelle il finit par s'asseoir. La manière agréable dont il entra aussitôt en conversation, bien que celle-ci ne portât que sur le caractère humide de la soirée et la probabilité d'une saison pluvieuse, fit sentir à Élisabeth que le sujet le plus banal, le plus plat, le plus rebattu, pouvait être rendu intéressant par le talent de celui qui le traitait. Avec des rivaux tels que M. Wickham et les officiers à qui disputait l'attention des belles, M. Collins paraissait promis à un sort des plus obscurs. Pour les jeunes demoiselles, à coup sûr, il ne représentait rien, mais il avait parfois en Madame Phillips une auditrice aimable qui veillait à l'approvisionner abondamment en café et en petits pains. Lorsqu'on installa les tables de jeu, il eut l'occasion de l'obliger à son tour en acceptant de tenir son rôle dans une partie de whist. « Je ne connais pas grand-chose à ce jeu pour le moment, dit-il, mais je serais heureux de pouvoir faire des progrès, car un homme dans ma situation… » Madame Phillips le remercia vivement de sa complaisance, mais n'eut pas le temps d'écouter ses explications. M. Wickham, lui, ne jouait pas au whist. On se fit un plaisir de l'accueillir à l'autre table, où il prit place entre Élisabeth et Lydia. Tout d'abord, le risque fut grand de voir celle-ci l'accaparer entièrement, car c'était une bavarde impénitente. Mais comme elle se trouvait par ailleurs passionnée par la loterie, elle fut bientôt trop absorbée par le jeu, trop intéressée à faire des mises et à réclamer ses lots pour accorder son attention à une personne en particulier. Compte tenu du soin que réclamait couramment la partie, M. Wickham eut donc le loisir de parler à Élisabeth. Elle-même était très désireuse de l'entendre, quoique désespérant que ce fût à propos de ce qu'elle souhaitait surtout connaître, autrement dit, de l'histoire de cette relation avec M. Denny. De cette relation avec M. Darcy, je corrige. Elle n'osait même pas faire allusion à cet homme-là. Sa curiosité, pourtant, fut assouvie contre toute attente. M. Wickham de lui-même aborda le sujet. Il voulut savoir à quelle distance de Meryton se situait Neverfield, puis, après avoir été renseigné d'une voix hésitante, demanda depuis combien de temps M. Darcy y séjournait. « 1 mois environ, dit Élisabeth. Ensuite, pour éviter qu'on en restât là, elle ajouta « J'ai cru comprendre qu'il possédait de très grands biens dans le Derbyshire. »« Oui, répondit Wickham, son domaine est superbe. Il rapporte 10 000 livres par an, tout frais déduits. Vous ne pouviez trouver plus à même de vous fournir des renseignements précis sur ce chapitre, car j'ai eu des liens étroits avec sa famille qui remontent à la prime enfance. » Élisabeth ne put dissimuler sa surprise. « Vous êtes certes en droit de vous étonner, mademoiselle Bennet, d'une telle affirmation après avoir vu, comme vous l'avez vraisemblablement fait, avec quelle froideur nous nous sommes rencontrés hier. Connaissez-vous bien M. Darcy ?»« Autant que j'aurais jamais envie de le connaître, s'écria Élisabeth. J'ai passé 3 jours dans la même maison que lui et je le trouve très désagréable. » « Quoi qu'il soit ou non, je ne puis donner mon avis sur ce point, dit Wickham. Je n'ai pas qualité pour formuler une opinion valable. Je le connais depuis trop longtemps et trop bien pour juger impartialement. Il m'est impossible d'être neutre, mais je crois que votre sentiment en étonnerait plus d'un et peut-être l'exprimeriez-vous un peu moins brutalement ailleurs qu'ici. Vous êtes dans votre propre famille. Je vous assure que je n'en dis pas plus chez ma tante que je n'en dirais dans n'importe quelle maison du voisinage, à l'exception de Neverfield. On ne l'apprécie pas du tout dans le Hertfordshire. Tout le monde est rébuté par son orgueil. Personne ne vous en parlera plus favorablement. »« Oh, je ne puis prétendre à du regret, répartit Wickham après une courte pause, lorsque lui, ou n'importe quel autre, n'est pas estimé au-dessus de ses mérites. Mais je crois que dans son cas particulier, ça n'arrive pas souvent.
Les gens sont éblouis par sa fortune et son importance dans le monde ou encore intimidés par ses manières hautaines et imposantes, si bien qu'ils le considèrent uniquement ainsi qu'il choisit d'être vu. Oh, je ne le connais que peu, mais il me paraît avoir mauvais caractère. Wickham se contenta d'hocher la tête. Je me demande, dit-il, lorsque je lui permis à nouveau de parler, s'il compte rester longtemps par ici. Je n'en sais rien. Mais je n'ai pas entendu mentionner son départ tant que je suis demeurée à Neverfield. J'espère que vos projets en faveur du régiment du comté de X ne seront pas affectés par sa présence dans le voisinage. Oh non, ce n'est pas à moi de céder la place à M. Darcy. S'il veut éviter de me rencontrer, c'est à lui de partir. Nous ne sommes pas bons amis, et je suis toujours fâchée de le voir, mais je n'ai aucun motif de me soustraire à sa vue que je ne pourrais proclamer à la face du monde. J'ai le sentiment qu'il m'a fort maltraitée, et je regrette très vivement qu'il soit ce qu'il est, c'est tout. Son père, mademoiselle Bennet, le défunt monsieur Darcy, était l'un des meilleurs hommes que la terre ait porté, et l'ami le plus sûr que j'ai jamais eu. Je ne puis donc me trouver dans la compagnie du présent monsieur Darcy sans être pénétrée de chagrin à l'évocation de toutes sortes de tendres souvenirs. La conduite de ce dernier à mon égard a été scandaleuse, mais je crois sincèrement que je pourrais tout lui pardonner plutôt que d'avoir déçu les espoirs que son père mettait en lui et déshonoré sa mémoire. L'intérêt d'Elisabeth allait croissant. Elle écoutait, tout émue. Mais le sujet était trop délicat pour pousser plus loin la curiosité. Monsieur Wickham choisit les centres d'intérêt moins personnels tels que Meryton, le voyage, les gens qui en faisaient partie. Il parut très satisfait de tout ce qu'il avait vu jusque-là. Quand il parla des personnes en particulier, ce fut avec une galanterie discrète mais très intelligible. C'est la perspective de fréquenter du monde, et du beau monde, ajouta-t-il, qui a principalement joué dans ma décision d'entrer dans le régiment du comté de X. Je savais qu'il avait la bonne réputation et que la vie était agréable, mais mon ami, monsieur Denis, a cru la tentation, en me parlant de son cantonnement actuel, des très grandes marques de sympathie et des excellentes relations que Meryton lui avait values. Je ne puis vivre à l'écart du monde, je l'avoue. J'ai connu des déceptions et mon humeur ne supporte pas la solitude. Il faut que je m'occupe et que je voie des gens. La carrière militaire n'est pas ce à quoi l'on me destinait. Les circonstances le rendues à présent souhaitable. J'aurais dû appartenir à l'Église. Mon éducation m'y conduisait et j'aurais maintenant été en possession d'un bénéfice particulièrement lucratif si la personne dont nous parlions tout à l'heure y avait consenti. Vraiment ? Oui. Le défunt monsieur Darcy, dans son testament, avait fait de moi le destinataire du meilleur bénéfice dont il disposait, lorsque celui-ci se trouverait vacant. Il était mon parrain et avait beaucoup de tendresse pour moi. Je ne puis rendre suffisamment justice à sa bonté. Son intention était de pourvoir généreusement à mon établissement. Il pensait avoir réussi, mais quand l'occasion se présenta, le bénéfice alla à quelqu'un d'autre. « Mon Dieu !» s'écria Elisabeth. « Mais comment cela a-t-il pu se faire ? Comment a-t-on pu ignorer les dispositions du testament ? Pourquoi n'avez-vous pas cherché en justice le rétablissement de vos droits ?» Il y avait dans les termes employés pour parler du legs une imprécision qui ne me laissait aucun espoir devant un tribunal. Un homme d'honneur n'aurait pas pu mettre en doute les intentions du testateur. Mais M. Darcy choisit de le faire et de ne le traiter que comme une recommandation conditionnelle et d'affirmer que j'avais perdu tous mes droits par une prodigalité, mon imprudence, bref, n'importe quoi. Une chose est sûre, le bénéfice devint vacant il y a 2 ans, alors que justement j'atteignais un âge qui me permettait d'y prétendre, et on le donna à quelqu'un d'autre. Il n'est pas moins certain que je ne puis m'accuser d'une faute qui m'aurait valu de le perdre. J'ai un tempérament vif, je ne surveille pas mes paroles. Il se peut que parfois j'ai trop librement dit ce que je pensais de lui et en sa présence. Je ne vois rien de plus grave. La vérité, c'est que nous sommes de nature très différentes et qu'il me déteste. C'est révoltant. Il mérite qu'on publie son infamie. Un jour ou l'autre, ce sera fait. Mais je n'y aurai nulle part. Tant que je garderai le souvenir de son père, je ne le défierai ni ne le dénoncerai. Élisabeth lui rendit hommage de tels sentiments et le trouva plus beau que jamais au moment où il les exprima.
Eh bien, pour connaître la suite, eh bien, il faudra patienter un tout petit instant et il se trouve que ce sera tout de suite sur C8. À très vite.